Bonjour, je me présente, je m'appelle Erwan Thébault et je suis développeur Java et j'ai une certaine appétence pour tout ce qui tourne autour du DevOps. Et merci à vous d'être venus pour assister à la conférence Cube pour les devs. Le but de ce talk, c'est de montrer en fait comment se faciliter la vie avec Kubernetes. Moi, pendant longtemps, quand Docker est arrivé, je trouvais ça super cool. Puis avec Docker Compose, ça m'a facilité grandement la vie. Puis est arrivé Kubernetes avec sa façon de faire à lui. Et le gros problème que moi j'ai rencontré, c'est qu'à un moment, je suis obligé de faire les manifestes pour Kubernetes et les manifestes pour Docker Compose. Et des fois, il faut gérer les deux. Et c'était le but de ce talk, c'est en fait comment ne plus avoir à l'utiliser, quoi. Et comment aussi se faciliter la vie en tant que développeur avec Kube. Donc, moi, je travaille chez Biomérieux. Biomérieux, c'est une société qui est basée à Caerlann. Le site sur lequel je travaille est à Caerlann, mais c'est un site international, c'est une société internationale. Et ils travaillent ils fournissent des solutions et des produits pour les diagnostics, dans le domaine à la fois médical ou industriel. Par industriel, on entend surtout le côté agroalimentaire. Vous avez dû entendre parler ces derniers temps de pas mal de scandales sur les listeria, les salmonelles, ou tous ces petits pathogènes pas très intéressants. Le but de Biomérieux, en fait, c'est de pouvoir les détecter, savoir les tracer, et permettre aussi de les éradiquer, en fait. Expliquer aux entreprises comment faire pour s'en débarrasser. Donc, je vais commencer assez rapidement par déjà la container runtime versus Kubernetes. En fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en fait, on est passé des Dockerfiles à quelque chose de beaucoup plus gros. Ouais, j'ai mal écrit Kubernetes là. Bon, c'est joli, Kubernetes. En fait, comment on en est arrivé là? Tout d'abord, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un orchestrateur. Donc, il va gérer plusieurs de vos conteneurs. Mais il ne fait pas que ça. Derrière, en fait, il y a tout le control plane. Je ne vais pas rentrer en détail. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a cette petite couche-là qui se connecte à votre container. Donc, derrière, il va se connecter vers la CRI runtime. Et derrière, le CI tool, qui va vous permettre de manager vos conteneurs. Donc, en fait, quand vous faisiez des Docker Compose et vos Docker Files, ça se manageait que cette partie-là. Docker Compose, vous gérez la gestion du réseau et des volumes, mais Kubernetes, en fait, le supplante et permet de jeter beaucoup plus de choses. Donc, aujourd'hui, pourquoi je vous explique ça? C'est pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, et que cette grosse architecture-là vous permet de fournir ces apports fonctionnels. Aujourd'hui, quand vous faites du conteneur, ça va dans un pod. Un pod, c'est quoi? C'est l'unité la plus petite qu'il y a dans Kubernetes. On parle au niveau conteneur. En fait, Kubernetes, entre guillemets, ne gère pas de conteneurs. Il gère des pods. Et derrière, c'est les pods, en fait, qui délèguent à Kubernetes qui va dire, moi, je vais gérer des conteneurs. Mais au niveau Kubernetes, on voit que des pods. Et à l'intérieur des pods, il y a un ou plusieurs containers. Donc, tout ça, c'est juste pour faire un point. Derrière tout ça, en fait, ces pods sont gérés par des contrôleurs. Ça peut être pour gérer des jobs, gérer des déploiements. C'est-à-dire, je veux N instances à un instant T. Je veux que ça fasse des jobs, des cron jobs. Tout ça, c'est géré par Kubernetes, qui va toujours piloter que des containers. Associé à ça, des config maps et des secrets, ce qui vous permet de gérer à la fois vos configs et vos petits secrets. Une gestion de services. Les services, c'est la partie, on va dire, réseau, qui permet à tous les pods de communiquer entre eux, sans que le pod 1 ait besoin de connaître textuellement comment s'appelle le pod 2, et ainsi de suite. Le pod 1 dit, j'ai besoin d'avoir un pod de type 2, il se moque de savoir lequel il va avoir. Et derrière, les ingress qui permettent de faire les reverse proxy. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est pas le but de vraiment expliquer comment marche Kubernetes, c'est surtout de vous dire que toutes ces choses-là, il va falloir faire des fichiers, des manifestes. Un manifeste qui fait qu'on est passé d'un Dockerfile et d'un Docker Compose à beaucoup plus de fichiers. Aujourd'hui, je peux vous montrer un petit exemple. Alors, les config maps, les déploiements. Et c'est un peu verbeux. Ce qui fait que moi, j'ai souvent eu... moi, par exemple, quand j'ai commencé Kubernetes, je suis arrivé du monde Docker Compose. Et je recroise ça souvent aussi avec les développeurs qui sont habitués à utiliser les Docker. Ils disent, les manifestes Kubernetes, ils font un peu peur. Et surtout, en fait, ça parle de service, ça parle de déploiement, des notions qu'on n'a pas forcément quand on fait du Docker. Donc le but, en fait, c'est de rentrer dedans et de comprendre.
Bon, les manifestes Kubernetes, en soi, ce n'est pas une fin en soi. Le problème, c'est qu'ils sont, entre guillemets, statiques. C'est-à-dire que si vous utilisiez juste vos manifestes Kubernetes, en fait, vous avez besoin de faire pour votre prod, pour votre dev, pour votre intégration, c'est-à-dire des duplications. Alors déjà, je vais vous montrer des fichiers qui sont déjà assez volumineux. Donc si à chaque fois que vous faites une modification, vous êtes obligé de repasser sur tous les fichiers, c'est pas très viable. C'est pour ça qu'en plus, il y a des outils qui sont arrivés par-dessus, Helm ou Kustomize, qui permet en fait, ils ont deux concepts complètement différents. Kustomize, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il fait juste que, en fait, surcharger un peu ce qui est défini dans les manifestes. Là où Helm va rendre templateisable votre manifeste. Alors Helm, moi quand j'ai commencé, c'était en 2018, j'ai détesté. Parce que les Go templates, je vous montrerai tout à l'heure, c'est un peu affreux. Il faut rentrer dedans, quoi. Donc déjà, quand les gens ne sont pas habitués à avoir des manifestes Kubernetes, si en plus, toutes ces notions avec les petites moustaches, avec des fonctions de templating Go derrière, souvent on s'y perd un peu. Bon, entre moi j'ai commencé en 2018 et j'ai repris un peu vers 2021-2022, les outils se sont grandement améliorés et aujourd'hui c'est assez simple, il faut juste réussir à rentrer dedans. Et donc, comment on fait pour rentrer dedans? D'abord, je vais vous expliquer ma petite stack. Ma stack, en fait, je suis parti d'un Docker Compose où j'ai fait un Mongo. Il y a 4 briques. Un to-do, un service to-do qui gère la liste de to-do, c'est-à-dire je vais créer des tâches, un service qui donne la météo, et To-Do 3D Expert 2000, qui est un service qui est de mon invention, qui permet de vous donner les listes de to-do en fonction du temps. Comme ça, par exemple, si vous dites que je veux tourner la pelouse, mais qu'il fait moins 20 dehors et qu'il pleut, peut-être que ce n'est pas le bon moment de faire cette tâche-là. Donc, les premiers pas. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire avec Kubernetes? Là, je vais juste montrer les premières commandes. Peut-être certains d'entre vous les connaissent déjà, mais c'est juste un peu pour simplifier la vie. C'est que si vous êtes habitué aux commandes Docker, Docker logs, Docker exec, grosso modo, bon, je ne vais même pas les faire, on ne va pas s'embêter. En fait, c'est les mêmes. kubectl exec-it, le nom de votre pod, tiret-tiret. La seule différence, c'est le tiret-tiret qu'il faut rajouter. Ça, c'est avant, on pouvait ne pas mettre le tiret-tiret. Maintenant, il faut le mettre. C'est Kubernetes qui vous le demande, c'est pour être un peu plus standard. Et votre commande, c'est la même commande pour Docker. Pareil pour les logs, c'est la même chose. Et le port forward que je vais beaucoup utiliser, qui permet de accéder à votre service, parce que souvent, en fait, tous vos services qui sont déployés sur Kubernetes ne sont pas forcément accessibles depuis l'extérieur. Donc, par exemple, ici, dans mes 3 pods, j'ai To-Do, Météo et To-Do 3D Expert 2000. Si je veux y accéder, la seule façon de faire, c'est soit de démarrer un conteneur à l'intérieur de mon Kubernetes et de me connecter dedans avec un exec, ou alors de faire un kubectl, port forward, on va aller voir lequel, météo, et le port. Voilà. Et maintenant, comme par magie, comme par magie, pardon, le port n'est pas le bon. En fait, je fais pas mal de démos, donc il y a de grandes chances qu'il y a des démos qui ne marchent pas. Et voilà, ça marche. Si je reviens là et que ça coupe, effectivement, ça ne marche plus. Derrière, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un tunnel vers votre conteneur, vers votre pod, et vous y avez accès directement. Soit vous avez demandé d'accéder à un service, dans le cas où vous vous moquez de savoir quel pod vous voulez aller voir, vous voulez juste avoir le service, soit vous ciblez directement un pod en particulier, et vous n'irez toujours attaquer que celui-là. Bon, là, tout ça, c'est des commandes assez bas niveau. Derrière, des commandes qui ressemblent assez à Docker, et get. C'est orienté ressources, get, donc vous faites le get, le type de ressource et son nom. Voilà, on regarde son Mac. Getpot, il y a la même chose avec delete, comme ça, vous pouvez directement en fait voir les ressources et tout ça. Bon, ça, moi au départ, j'ai un peu galéré parce que les commandes, il faut les retenir. C'est pour ça que si vous voulez utiliser ces outils-là, pensez bien à utiliser, moi je suis avec MyZDSH,
les plugins ou les complétions. Comme ça vous simplifie. Moi, par exemple, kubectl, je ne me rappelle pas tout le temps des commandes, maintenant je commence à les connaître, mais j'ai la flemme de les écrire. Donc en fait, je fais get, j'ai toujours l'autocomplétion, et il me permet même de faire l'autocomplétion des noms des pods qui sont à distance. Ça est assez pratique parce que, regardez ici, c'est business, donc ça c'est par le nom de mon déploiement. Et derrière, tout ça, c'est tout le temps aléatoire en fait. Bah, c'est aléatoire, c'est basé sur quelque chose, bien précis, mais ça change tout le temps. C'est-à-dire que si à chaque fois il fallait que je retienne, c'est pas pratique. Donc voilà. Bon, ça, c'est. Pourquoi je vous parle de ça? C'est juste pour voir, en fait, grosso modo, que c'est pas grand-chose, en fait, Kubernetes. En tant que développeur, vous n'avez pas à vous occuper, en fait, de toute la stack, de l'infra, de tout ce qu'il y a derrière. Mais avoir comment accéder à ces ressources-là, c'est quand même assez pratique pour la partie debugging. Après, derrière, il y a des outils un peu plus évolués. Bon, alors celui-là, qui est historique, le dashboard. Ça, c'est un dashboard qui est installé avant dans beaucoup de distributions Kubernetes, puis que maintenant, en fait, ne l'est plus installé. Mais vous pouvez l'installer. Ça vous permet de revoir tout ce que vous faites, lister vos pods, lister vos déploiements, vos jobs. Quand j'ai commencé, moi, je l'utilisais avec mon Minikube, mon cube en local. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai arrêté d'utiliser parce qu'en fait, il est souvent en retard par rapport à ce qui se passe en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, mon pod, il a été détruit. Il met une dizaine de secondes avant d'être à jour et de dire, en fait, il n'est plus là, quoi. Donc ça, c'est pratique quand vous démarrez la première fois, mais après, on n'utilise plus. Par contre, K9S ou K9, c'est une CLI qui nécessite juste d'être installée en local. Ça, il faut l'installer dans votre Kubernetes. Donc il faut bien faire attention parce que si vous l'installez et que par mégarde vous l'exposez sur l'extérieur, les gens ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Et donc là, vous allez miner du Bitcoin probablement. Donc, et par contre, celui-là, c'est l'installer, c'est une CLI que vous installez en local. Si les gens aiment bien, vous faites K9 tout simplement. Et vous avez accès à un petit dashboard en ligne de commande où vous pouvez vous promener à l'intérieur, vous pouvez lister les namespaces, vous prenez dans le namespace. Ensuite, vous connectez à un pod pour vous connecter à l'intérieur en shell, demander à faire un port forward pour exposer un port, lister les logs. Alors, ça, moi, j'avoue, j'arrive pas à l'utiliser parce que je m'étais habitué tellement à la commande. J'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre, mais je connais pas les raccourcis. Bon, pourtant, ils sont écrits là. Hein. Mais bon voilà, j'ai l'habitude de le faire en ligne de commande et en fait il n'est même pas installé dans ma VM en ce moment. Mais voilà quoi. Par contre, ça marche bien sous Linux. Moi en fait je suis sous Windows avec le WSL2. Avant j'étais sous Linux mais pas le choix maintenant, un peu triste. Mais en fait j'ai des petites contraintes, c'est que je suis sur WSL2, je n'ai jamais essayé sur Windows pur. Bon, on va repartir où on était. Maintenant alors, en tant que développeur, on arrive, il va falloir déployer sur Kubernetes. Alors comment je fais? Les manifestes, il y a différentes façons de faire. Soit vous allez lire la doc et faire des copier-coller et essayer d'adapter à vos besoins, ce qui est assez complexe. Repartir des manifestes existants. Moi j'avoue que la première fois, les manifestes, j'en ai fait un et après je les copier-coller. Parce que c'est comme le Dockerfile, souvent c'est à peu près la même chose. Donc je repartais des manifestes existants. Ou alors il y a des outils comme Compose. Compose avec un K. Compose, il est assez intéressant quand on commence, parce que, par exemple ici, on va plutôt le mettre là. Docker Compose. Là, j'avais écrit mon Docker Compose, et j'ai dit, maintenant qu'il est fait, je voudrais faire les manifestes. Il vous permet directement, Compose, convert, entrée, et voilà. Tous vos manifestes ont été générés à partir de votre Docker Compose. Donc ça vous permet soit d'écrire juste le Docker Compose, de les générer temporairement pour déployer sur Kubernetes. Ce n'est pas forcément le meilleur plan, parce que le problème de Compose, c'est qu'il ne connaît pas toutes les subtilités de ce qu'est capable de faire Kubernetes. Donc ça va être la vision déployée sur Kubernetes de ce que Docker Compose est capable de faire. Il y a des petites subtilités qui permettent d'activer quelques fonctionnalités par les options, mais on ne va pas très loin. Et le but, en fait, c'est de pouvoir avoir des manifestes déjà tout prêts pour partir rapidement. Voilà, et donc maintenant, je vais arriver ici. Je vais arriver avec mes manifestes déjà tout faits. Bon, à chaque fois qu'il y a différentes façons de faire, pour générer des manifestes, à chaque fois, il faut toujours passer par une phase de clean. Par exemple, les annotations compose. Bon, c'est sympa de le savoir qu'on a fait ça comme ça, mais à terme, il n'y en a pas besoin. Les creation timestamp, j'ai vu que je ne l'ai pas encore créé, il n'y a pas besoin non plus. Ce qui compte souvent, c'est les labels et ce qu'il y a dans spec. Les statuts, c'est pareil, à nettoyer, à pas conserver. Donc ça, c'est quand je veux utiliser Compose.
À un moment, nous, on l'avait utilisé pour, dans mon équipe, pour en fait, les développeurs n'étaient pas encore aptes à, pas encore aptes, je sais pas comment on peut dire ça, n'avaient pas l'habitude de faire des manifestes et n'étaient pas habitués à écrire ça. Et donc, en fait, il y avait le Docker Compose. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient toujours leur Docker Compose à jour. Et une fois qu'ils avaient fait ça, on avait voulu faire des déploiements de Ghost sur notre infra pour pouvoir faire des tests end-to-end ou des tests, des tests manuels. Et en fait, bah là, je repars du Docker Compose et je déploie sur Kubernetes. C'était assez pratique parce qu'en fait, ça nous permettait de ne pas avoir à gérer les manifestes pour aller rapidement. Sachant qu'à terme, de toute façon, il fallait que les manifestes soient faits pour tout ce qui est orienté plateforme de dev, d'intégration ou surtout de prod. Et voilà. Bon, maintenant, on l'a retiré. Maintenant, vu qu'on a notre stack n'évolue plus beaucoup, tous ces fichiers-là, en fait, vous les faites une fois et après, ils évoluent quand même pas souvent. Et si vous ne créez pas des applications, des nouvelles applications tous les jours, des nouveaux services tous les jours, c'est quelque chose qu'on fait assez rarement. L'autre possibilité, sinon, c'est ce que je parlais de ça ici, c'est que on part sur du manifeste statique. Comme je disais tout à l'heure, c'est mieux de passer par du Helm. C'est là que Helm aussi est intéressant. Si vous avez installé Helm et que vous avez envie de faire du Helm, si vous voulez faire du customize, il faudra faire autrement. Et si vous partez sur le fait de faire du Helm, vous faites Helm create et vous donnez le nom. Et gentiment, ce petit Helm va vous générer. Non, comme par hasard, c'est le seul que je n'ai pas fait en Helm. Il va vous générer en fait tout ce dossier-là avec les manifestes templatisés déjà tout prêt. Vous aurez juste, à vous baser sur les values qui sont ici, qui doivent être laissées telles quelles, et vous avez besoin de les surcharger. Par exemple, ici, moi j'ai fait mon business values, où je ne surcharge que les valeurs que j'ai envie de changer. Par exemple, image repository, qui va matcher à image ici, image repository. Et en fait, vous allez faire helm install de votre chart. Vous allez dire, je veux en plus utiliser ce fichier-là de surcharge, et il va tout installer correctement. Donc voilà, bon, le but, c'est pas vraiment de faire non plus de rentrer dans helm. Mais voilà, il y a différentes façons de faire. Le but, en fait, c'est de vous faciliter la vie, de comment réussir à arriver rapidement à gérer vos propres manifestes Kubernetes. Une fois que vous avez fait ça, tout est prêt. Tiens, le remote debug. Le problème, souvent, une fois que tout est en place, il y a un souci. Il y a un souci, c'est il y a un problème que je n'arrive pas à reproduire. J'ai essayé de l'installer en local et comment faire pour le reproduire. Souvent, en fait, en plus, on a la stack de microservices. On ne peut pas toujours tout installer sur notre poste parce que, bien que souvent notre poste est maintenant assez puissant, il n'est pas assez suffisant pour remplacer une stack de microservices qui contient N services qui ont besoin de tant de ressources. Donc, on a besoin de démarrer qu'une certaine partie. Alors, le remote debug, ça, c'est quelque chose, en fait, qui est assez simple, en fait, qui est tout bête. C'est d'utiliser les fonctionnalités de vos langages ou de vos VM et de dire, je veux activer le remote debug. Souvent, ce que vous faites, c'est que quand vous faites sur IntelliJ, vous dites, je veux débugger en local. Vous faites, hop, mon application debug. Derrière, ce qu'il fait, c'est qu'il démarre votre application, il a un mode debug et vous vous connectez dessus. En fait, il n'y a rien qui vous empêche de faire la même chose avec Kubernetes. Par exemple, mon application Java. Mon application Java, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Maintenant, il n'y a plus trop besoin. Mais ce que j'ai fait souvent... src, Dockerfile, il est où? J'ai fait un petit point d'entrée, Java Ops, qui me permet d'injecter des variables d'environnement à ma JVM. Pour lui dire, je veux faire du XMS, de l'XMX. Parce que souvent, c'est en fonction de si on est en dev ou si on est en prod, c'est pas la même chose. Donc ça me permet de le variabiliser, au lieu de faire différentes Dockerfiles ou se compliquer la vie. Et on peut utiliser ça pour injecter notre configuration pour faire du remote debug. Et en plus, IntelliJ, il est vachement sympa. C'est qu'avant, à chaque fois que je faisais ça, moi j'allais voir dans la conf de, par exemple, Tomcat, comment faire pour retrouver cette fameuse chaîne-là. Hop, je copie. Donc ça, JavaOps, c'est une variable d'environnement que j'ai définie dans ma config map. Je vais juste substl. Edit. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer là,
interdiction de le faire en prod, en intégration, et en fait, interdiction de le faire si vous n'êtes pas le seul sur la plateforme, parce qu'en fait, vous allez embêter tout le monde, clairement. Mais ça peut être pratique. Qu'est-ce que j'ai supprimé? Si je commence à faire des bêtises, ah oui, voilà. Donc, j'ajoute ma variable d'environnement, java underscore opts. Ça marche parce qu'en fait, je l'ai défini dans mon Dockerfile. Si vous ajoutez une variable d'environnement et que votre application ne sait même pas à quoi elle sert, ça ne donnera pas grand-chose. Voilà, je la mets. Hop. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je suis obligé de killer mon pod existant. Delete. Pod. To do. Donc là, j'attends qu'il se fasse killer. Donc là, le fait, je le tue, et celui qui va redémarrer, lui, va prendre connaissance du fait que la config map a changé. Mais l'ancien, en fait, la config map, il ne la charge en variable d'environnement qu'au moment où il démarre. Une fois qu'il est au fil de l'eau, si je change ma config map, il ne les prend pas en compte. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais devoir maintenant faire mon port forward. Pour ça, tout à l'heure, je vous ai expliqué toutes ces différentes commandes. Moins toc pod to do. Et sur le port 5005. Donc 5005, moi je mets qu'un seul port, ça fait entrée et sortie, c'est le même. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, il n'y a pas pod en fait. Voilà. Là, je viens d'établir la communication entre moi. Pardon, il faut que je fasse ça aussi pour écouter mon listener. Donc là, 5005 pour avoir le port de debug et 8080 pour pouvoir attaquer l'API web. Donc là, j'ai fait ça. Maintenant, de mon côté, de mon IntelliJ, je lance le debug. Il est connecté, tout se passe bien. On est plutôt content. Java, contrôleur. Je vais mettre mon petit point d'arrêt. Il est là. Et maintenant, si je l'appelle... Ah, c'est pas le bon. Hop. Tiens, il est en attente, c'est bizarre. Ah, j'ai un point d'arrêt. Et il fonctionne. Le gros avantage de ça, c'est que je peux maintenant... Vous voyez voir, en fait, il est un peu plus lent que quand vous êtes en local. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous attendre à avoir des performances. Ça prend tout le temps un peu quelques secondes. Quand vous faites des inspections d'objets, l'autre fois, j'ai fait une liste ou une HMAP, je ne sais plus c'est quoi. En fait, on voyait, il était en train de touc, 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 touc. Donc, bon, c'est pas aussi rapide, mais c'est quand même pratique pour tester sans avoir à tout redémarrer sur son poste rapidement. Par exemple, si je fais inspect, il est où? Ah, c'est value d'expression. Je suis encore trop habitué avec Eclipse. To-do repositories.find all. Voilà, là, c'est pas. Ça va, il n'y en a qu'une. Donc voilà, et après, bien rendre la main. Alors, attention avec le remote debug, c'est que, première chose à faire quand vous êtes dans Java, c'est bien penser à ne bloquer que votre thread courant. Pourquoi? Parce que si vous bloquez tous les threads, c'est-à-dire que tous les gens qui vont essayer d'accéder à votre application vont se retrouver bloqués. Ce qui est gênant. Et surtout, si vous ne faites pas ça, moi je me suis fait avoir l'autre fois, c'est que j'étais tout seul et en fait je débuguais et à la fin de chaque appel, l'application plantait. Et je vois avec le mec, ah oui, effectivement il y a un problème, mais en fait à chaque fois qu'on fait l'appel, la VM crash. Je vois le pod qui redémarre et en fait c'était moi qui avait tout mis en global all. Il faut se rappeler que votre application, elle expose des health checks. Kubernetes vérifie que l'application va bien. Et en fait, vu que j'avais bloqué les threads, il ne pouvait pas répondre. Et à chaque fois, il se faisait killer. Donc là, j'étais après à dire, ouais, il y a un gros problème. En fait, la VM est crash. En fait, non, c'était moi qui... Mais en fait, à chaque fois, c'est que j'étais trop long au niveau du debug. Donc, ça plantait. Bon, c'est un peu dommage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le problème, c'est... OK, je débug. Mais si j'ai trouvé ma solution, qu'est-ce que je fais? Là, par exemple, si je modifie mon code directement ici, ça n'a aucun impact sur l'application distante. Et surtout, c'est important de savoir, c'est que si vous faites du remote debug, ayez bien le même code source que celle qui est déployée sur l'application distante. S'il y a une variation, au départ, vous n'allez peut-être pas le voir, mais au bout d'un moment, ça va commencer à faire des choses un peu bizarres. Donc c'est pour ça que c'est tout le temps bien d'avoir dans les manifestes Kubernetes un endroit où c'est dit, tiens, je suis parti de telle branche ou de tel commit Git pour être capable de repartir sur la bonne branche pour avoir la même chose. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je fais mon fixe.
Et là, on passe par la phase de CI. Et là, c'est long. C'est long. Pourquoi? Parce que souvent, les machines de la CI sont moins performantes que votre PC, ou alors c'est que vous avez une super CI. Il y a moins de CPU, il y a moins de RAM. Il y a des phases qui peuvent être évitées. Par exemple, générer la doc. Quand on est pressé, il se met à générer la doc, c'est bah non, j'ai pas forcément besoin. Ou qu'on est en mode monorepo mal géré, bah, il se met à compiler tous les projets du monorepo, alors que nous, on en a juste besoin que de un. Et ensuite, il se met à déployer, il peut lancer les tests. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de lancer les tests. Oui ou non. Vous avez peut-être les lancer déjà sur votre poste, vous savez que ça marche, vous êtes pressé, il va se remettre à lancer les tests. Donc tout ça, en fait, ça prend du temps. Surtout, en plus, si vous n'êtes pas le seul à travailler ce jour-là, et qu'en fait, d'autres gens utilisent aussi la CI. Et donc là, en fait, vous voyez que vous avez pas assez de workers, que vous êtes le troisième dans la file d'attente, et bien ça prend du temps. Et surtout, la question, c'est est-ce que votre fixe sera bon en un seul build? S'il faut attendre 3 builds, on est un peu déçu. Et c'est là, en fait, que intéressant, c'est le Continuous Development. Donc là, moi, je pars sur Scaffold. C'est un outil pour Kubernetes, mais pour Kubernetes. Il y en a plein, en fait, des équivalents à Scaffold. Enfin, il y en a plein. Il n'y en a pas non plus une centaine, mais moi, j'utilise Scaffold. Il y en a d'autres. Je n'ai pas de préférence pour lui ou pour d'autres. Je dis que je connais celui-là. Et lui, ce qu'il fait, c'est que il va regarder votre code, vous faire Scaffold run, par exemple, tout simplement. J'arrive ici. Scaffold, bon, pas de chance, il faut recréer encore un fichier de manifeste. CD, project. Hop. Je vais partir d'abord sur le plus simple, météo. Météo, il n'a pas de Helm. Vu qu'il n'a pas de Helm, Scaffold, en fait, vu qu'il existe déjà, ce qu'il me dit, il existe déjà. En fait, vu qu'il existe déjà, il va dire, tiens, vu qu'il existe déjà, je peux te le générer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va me générer un petit manifeste. Toc. Météo, business, météo. Ça ressemble à ça. C'est assez simple. Il a juste besoin de savoir le nom, l'artefact. Tiens, je vais corriger ça maintenant. L'artefact où il va vouloir pousser votre image Docker, parce qu'effectivement, il va la builder en local, mais il va bien falloir qu'il la pousse, oui. Comment on fait déjà? C'est CTRL+. Il n'y a pas besoin de ça pour les péter. Ça, le Docker, comment il build? Il y a différentes façons de builder. Bon, pour l'instant, on va passer Docker, on en parlera plus tard. Le deploy, quel manifeste Kubernetes il va utiliser pour déployer. Et ensuite, le port forward, si vous voulez qu'il les initialise directement pour vous. Et il y a plein d'autres configurations. Le but, c'est de vous proposer vite fait l'outil. C'est pas de vous expliquer tout ce qu'il sait faire, parce que déjà, je pense que je n'ai pas encore tout utilisé. Et le problème, c'est vraiment de le montrer. Donc, j'arrive là. Je vais faire scaffold run. Attends, on va revenir sur... non. Ah si, c'est ça. Scaffold run. Hop, je lance la commande. Bon, j'ai tout fait chez moi avant pour pousser les images Docker. Elles existent déjà d'ailleurs, j'ai eu peur. Parce que la première fois que je l'ai fait, chez moi la connexion n'est pas très rapide. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire si vous avez une bonne connexion. Si votre connexion est lente et que vous n'êtes pas très très propre sur vos layers Docker, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois vous allez envoyer des layers très gros et ça va prendre beaucoup de temps. Tiens, ça commence. Ah oui, je sais ce que j'ai fait. Voilà. Scaffold run. Donc là, il trouve en local, il voit que en fait j'ai déjà buildé, donc il recommence pas, il est assez intelligent. En fait, il se base par rapport au diff de la dernière fois qu'il a vu le code. Il a ce déploiement, et là, il attend que ça stabilise. Vous voyez ici, en fait, container creating, il est en train de déployer un nouveau conteneur météo, et dès qu'il va être démarré, il va arrêter l'autre. Bon, ça, c'est pas lui qui l'arrête, c'est Kubernetes qui gère ça. Mais le fait que j'ai poussé un nouveau manifeste, ça a modifié mon déploiement sur Kubernetes, et donc il est parti sur un cycle de refresh des pods. Voilà. J'aurais pu mettre tail pour avoir directement à la sortie mes logs. Pour dire, voilà, les logs sortent. Pour vous éviter derrière de refaire un kubectl logs. Donc maintenant, je peux aller tester. Ah oui, j'aurais pu faire ça aussi. J'ai pas fait. Port forward.
j'ai pas l'autocomplétion. Comme ça, il gère directement pour moi le forward de port. J'ai pas besoin de le gérer. Donc ça prend, on attend, il redémarre. Voilà. Et là, il m'a directement ouvert mon port forward sur mon deployment et sur mon service. Ça dépend simplement si je préfère attaquer le service ou attaquer le deployment. En fait, c'est vous qui décidez. De base, moi j'ai mis les ports forward user, c'est-à-dire que c'est direct sur les déploiements. Et on peut demander d'attaquer que les services ou autre. En fonction de quel contexte vous êtes au niveau de scaffold. On ne va pas trop entrer. On va refaire direct l'appel. Météo, hop. Ça marche. Ça va déployer. Maintenant, le continuous deployment, c'est pas juste je compile, je refais scaffold run, je compile. Il y a un mode encore plus sympa. Toc. Je le quitte. Voilà. Scaffold dev. Où là, en fait, ça fait la même chose que run, mais à chaque fois que vous allez faire des modifications dans votre code, par exemple ici, météo, si. Je veux dire, température de 12, en fait, 23. Vous vous attendiez à un super service météo qui allait interroger. En fait, c'est chez moi, en fait, toutes les 5 minutes, je mets à jour. Mais ça marche. Hein. Et donc là, il est stabilisé. Hop, j'ai fait une modification. Il est en train de redémarrer, waiting for change. Voilà, donc, je vais peut-être faire un peu vite. Waiting for change. Donc maintenant, je vais demander, hop, une modification. Passer à 13. Hop, j'enregistre. Je reviens ici. Il est en train de redéployer. Bon, ça c'est pareil. Il faut aussi avoir son environnement dédié sur Kubernetes. Il ne faut pas s'amuser à faire ça parce que si vos petits copains sont à côté de vous et travaillent sur le même pod, en fait vous allez vous battre. Et un coup votre code va être là, un coup il va disparaître, puis il va revenir. Mais il faut savoir que ça existe. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps travailler comme ça. Je dis juste qu'à un instant T, si vous avez besoin de tester quelque chose, c'est pratique, mais ce n'est pas le but. Parce qu'en fait, il y a quand même un petit inconvénient avec ça, c'est que c'est un peu long. Si vous faites des grosses modifications qui impactent votre image Docker, ça pourrait prendre plus de temps à builder. Et il faut toujours penser qu'il faut la pousser sur la registry, que la registry, derrière le Kubernetes, il faut qu'il la retire, et que ce n'est pas aussi instantané que si vous faisiez la modification sur votre poste. Et la dernière étape, donc là, je vais repasser plutôt sur... Ah, il va me killer météo. Allez, le gros problème, c'est que quand je fais en mode dev ou en mode debug, c'est qu'en fait, une fois que je kill mon scaffold, en fait, il dégage le pod qu'il avait créé. Donc pensez bien à le réinstaller. Parce que je vais faire un scaffold run pour vos petits copains. Parce que sinon, là, il manque une brique à l'environnement. En attendant, on va faire ça. Voilà. Et le gros avantage aussi, tout à l'heure je vous parlais du remote debug, c'est que tout à l'heure je vous disais les petites variables d'environnement qu'il fallait passer, ou dans le cas de Node ou Python, c'est des ajouts qu'il faut faire à la commande pour dire voilà, passe en mode debug et tout ça. En fait, Scaffold le fait pour vous. Vous n'avez pas besoin, ce que je vous ai montré tout à l'heure, export de la variable d'environnement, tout ça. Je vais sur To-Do. Ça c'est une application, c'est mon application Java. Scaffold debug. Et donc là, il rebuild. Il rebuild s'il y a besoin. Il va la repousser s'il y a besoin. Normalement, j'espère qu'il a vu. Ouais, il n'y a pas de modification. Il commence à la déployer. Et ce qui est sympa, c'est qu'il va en fait, il va modifier votre commande, votre entry point pour. Ah là, on est déçu. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en théorie, en fait, il aurait démarré, il aurait port forwardé votre POG, votre port de debug, et de la même façon que tout à l'heure, vous faisiez le remote debug et ça marchait. Et une fois que vous avez fini, vous arrêtez Scaffold et vous ressortez. Et vous pensez bien à le remettre correctement. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on regarde vite fait? Ouais, mais je l'ai pas relâché.
Si. Alors ça, c'est une petite blague aussi avec le WSL. C'est que, par exemple, hier, j'avais une image Docker. J'arrivais à appeler mon API web de l'intérieur. Et de l'extérieur, il ne voulait pas. Il me répondait une 404, alors je faisais la même URL. Et je dis, merde, je comprends pas. J'ai un problème, je ne sais plus faire de Dockerfile. Non, ça c'est avant-hier. Puis hier, j'ai réessayé, puis ça marchait. Alors des fois, le WSL, il y a des petits trucs qui se passent au niveau du réseau. Bon, là, je pense pas que ça vienne de ça, mais crash to back off. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi le run, ça marche pas? Ouais, bon, c'est pas grave, on va passer. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, bah, c'est pratique. Il faut que je le réinstalle par contre. Que j'en ai besoin pour le reste de la démo. Hop. Upgrade. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est lui. Alors c'est pas le bon pass. C'est toujours chiant en fait, embêtant les effets démo. Est-ce qu'il redémarre? Voilà, c'est bon. Ok. Bon. Le gros avantage, c'est ça. Je ne vous ai pas montré, c'est aussi il y a la possibilité, dans le cas où vous n'avez pas besoin de passer par une phase de compilation, Scaffold est aussi capable de copier-coller directement les fichiers depuis votre local, directement dans le pod, sans redémarrer, sans rien. Il faut juste que votre pod soit capable de prendre à chaud en fait, les modifications. Par exemple, un serveur Python ou Node de base, si vous lui modifiez ses codes JS ou code Python, il ne le prendra pas en compte. Sauf si vous le mettez en mode de développement. Ou alors si vous faites par exemple un Nginx et que vous faites que envoyer des statiques, bah, vous faites scaffold run ou scaffold dev, et à chaque fois que vous modifierez votre code HTML, aussitôt il copie-collera vos nouveaux statiques directement sur le Nginx. Le gros avantage de ça, c'est qu'on évite de repasser par une phase de build, de pousser dans la registry et de la faire retirer de l'autre côté. Voilà, donc il se base, ça marche aussi parce que j'ai géré le build en mode multistage dans mode Docker, dans mon Dockerfile. Sinon, en fait, il faut que soit Bazel, soit Jib ou Buildpack, mais c'est pas lui qui va lancer votre Maven package, votre npm build. Ça sera à vous de le faire. Ou alors c'est à vous de le gérer via des scripts custom au niveau comment ça s'appelle, de Scaffold. Mais de base, en fait, lui, ce qu'il fait, son boulot, c'est de builder des images Docker. Si dans votre image Docker, il ne prend pas en compte le fait de compiler les choses, ça ne marchera pas. En fait, il ne fera que recompiler ce qu'il a. Par exemple, si je fais du Java, bah, il va reprendre mon dernier jar que j'ai packagé, mais pas forcément la dernière version que j'ai modifiée par rapport à mon code source. Voilà. Donc, alors, c'est assez facile d'utilisation. Il y a juste une commande, 3 commandes, run, dev et debug. Par contre, on est quand même pas mal dépendant du débit. Moi, je sais que j'habite à la campagne et j'ai pas la fibre. Donc, quand il faut que j'envoie une image Docker qui fait 5 ou 600 mégas, ça prend du temps. À la première fois, normalement, après, si je fais bien attention à mes layers, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ces layers. On peut aller un peu plus vite. Et donc, dépend du débit. Et surtout, le coût. Jouer à avoir un environnement dédié chacun sur Kubernetes, c'est facile à faire. Hein. C'est surtout si vous êtes chez un cloud provider, s'il n'y a pas de limitation, vous lui demandez, il va vous la fournir. Par contre, après, il y a peut-être la compta qui va venir vous voir pour vous dire qu'il y a un problème quand même. Donc, le but derrière tout ça, c'est de réussir à revenir au local et démarrer un Kubernetes en local. Donc, il y en existe différents types, Minikube, Kind, K3s, MicroKVites. Après, j'ai pris ceux-là, ce n'est pas forcément tous faits pour le local, c'est ceux qui sont des distributions qui sont simples d'utilisation. Celle-là, elle est vraiment faite pour la dev. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un Minikube, c'est en fait, à l'origine, il démarrait dans une VM, et je vais le faire une démo. 13 minutes, on va aller plus vite. Hop, Shift-W. Voilà. Clear. Minikube. Start. Vous faites ça, il va démarrer mon Minikube. Ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me créer une image Docker. De base, avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il générait une VM. Donc, si vous étiez sous Windows ou Linux, il vous démarrait sous Windows, il utilisait l'Hyper-V. Sous Linux, il utilisait KVM, voilà. Et sous Mac, il utilisait encore un autre.
Et vous pouviez configurer ça, mais souvent, il ne fallait pas trop sortir des VM de base. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il vous téléchargeait une VM. Moi, j'étais passé à Kind. J'avais commencé à regarder Kind parce que je trouvais ça intéressant. C'est que Kind, en fait, il est capable de monter votre cluster Kubernetes dans un conteneur Docker. Et je dis, ah, ça c'est cool, c'est dommage que Minikube ne le fait pas. En fait, maintenant, il le fait. Ce qui fait, là, ce que j'ai fait, c'est que si vous regardez Docker PS, ici, vous avez un conteneur où tourne votre Kubernetes. Avant, il faisait ça dans une VM. Maintenant, bon, c'est un peu plus léger, si on peut voir comme ça. Et surtout, il y avait... voilà. Donc là, maintenant, j'ai un vrai Minikube. Je peux faire Minikube SSH. Je me connecte dedans. Donc là, je suis dedans dans mon Minikube qui fait Docker PS. Je retrouve tous les pods que je vous ai montré au départ, toutes les briques qui servent à constituer un Kubernetes. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, mon kubectl, ce qui est sympa en fait, c'est que de base, il va switcher votre config Kubernetes pour vous rediriger vers votre Minikube. Minikube getNS. On aura getNS pour vous lister les namespaces. Et donc là, on voit que les namespaces qui existent dans mon Minikube. Si je fais la même chose que je faisais tout à l'heure, getPod, eh bien, je ne retrouve pas les pods de ma prod, je ne retrouve que ceux de mon Minikube. Bon, et l'avantage de ça, c'est que en plus, Scaffold vous permet de dire Vas-y. Allô? Ah, ça marche. Ça marche. Je le remets là. Ok. Bon, je ne vais pas faire la démo Minikube parce que je vois que le temps passe. J'ai réussi à aller plus vite chez moi. Et surtout, en fait, hier soir, j'ai testé avec Minikube et j'ai un petit bug. Donc, en fait, je vais éviter de passer pour un idiot. En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, le gros avantage de Minikube, c'est que, vous aurez compris, c'est quand même pas très, très green de pousser mon image de ma registry Docker qui était à l'autre bout du monde pour la retirer, pour la ramener sur mon poste. En fait, Scaffold, il est assez intelligent. Il se bind directement sur votre Docker qui tourne à l'intérieur de votre Minikube. Donc ça, vous faites il y a une commande Minikube get-env. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que... On va la faire. Eval. Hop. Et directement en faisant ça, en fait, maintenant, si je fais Docker PS, je suis directement branché sur la runtime Docker qui tourne à l'intérieur de mon Docker. Là, c'est une sorte d'inception. Ce qui fait que maintenant, quand je vais builder une image, ça sera directement accessible depuis l'intérieur de mon Minikube et plus sur mon host. Bon, ça marche bien. C'est juste que ensuite, quand je demande à démarrer mon deployment et qu'il essaie de démarrer, il n'arrive pas à tirer l'image parce qu'il a un problème de credentials et je n'ai pas compris pourquoi. En fait, je pense que j'ai fait des trucs pas très bien et il n'a pas apprécié. Donc voilà. Bon, le but, c'est pas vous montrer que c'est pratique de bosser sur Minikube. Ça évite de consommer des crédits, c'est plus green, et surtout, ça vous permet de remplacer peut-être Docker Compose. Moi, c'est mon but, en fait, c'est de réussir à arrêter Docker Compose et passer avec Minikube. Bon, ça, c'est un vœu pieux. Cette présentation, je l'ai préparée pour faire une démonstration en interne, pour dire on va aller vers ça. Je dis après, je la proposerai au Brescamp. Puis le temps est passé, donc en fait, maintenant, je la propose au Brescamp, et après, je leur ferai la démo. Donc déjà, j'ai un problème. Je ne peux pas leur proposer le truc Minikube parce que ça ne marche pas. Voilà. Bon, jusque-là, c'est super cool. Donc je disais, Kind, c'est pareil, c'est pour en local. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas fait pour faire ça. Le problème de Kind, en fait, c'est que ça fait la même chose, sauf que quand on le stoppe et qu'on le redémarre, il n'arrive pas à revenir sur ses jambes. Kind, c'est plutôt fait pour tester des distributions Kubernetes et non pas pour faire tester des déploiements dans Kubernetes. Par exemple, vous êtes développeur Kubernetes, vous allez utiliser Kind pour le tester. K3s et MicroK8s, c'est des distributions qui sont, entre guillemets, beaucoup plus légères que le K8s standard. Le gros problème de K3s, c'est pas un problème en fait, c'est juste qu'il est plutôt orienté IoT avec une architecture un peu différente. Moi, j'ai essayé de l'éviter pour essayer de plus raccord avec ce que j'ai en production. Et MicroK8s, il est peut-être très très bien, mais étant donné que je suis sur le WSL et que je ne peux pas faire de snap, je ne peux pas l'installer.
Donc, je dis, bon, je ferai qu'un jour j'essaye, mais pas avec cet ordinateur. Voilà. Et la dernière étape, c'est, une fois qu'on a fait tout ça, comment je fais tout faire depuis le local. Débugger depuis le local, où je peux enfin faire des petites modifs à la main. Et là, c'est là qu'intervient plus qu'Afold, mais Téléprésence. Alors, Sylvain avait fait une démo il y a longtemps avec le 1, et bien là, c'est le 2. Ou alors, on va aller vite. En fait, Téléprésence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce que j'ai montré le débugger, c'est qu'il va attaquer le pod, on écoute en debug le pod qui est à distance. En fait, le truc, c'est on va faire encore plus simple. Je vais démarrer Téléprésence, qui va en fait lancer... Oh merde, pardon. Il faut que j'arrête Minikube en fait, parce que je suis sur mon Minikube, stop, non, delete. Là, ça c'est bien, c'est Minikube delete. Une fois que vous avez fini, je le supprime, il n'y a plus rien. Bon, par contre, la prochaine fois que vous allez redémarrer, il va tout retélécharger. Donc, soit vous faites delete, soit vous le mettez de côté avec un stop. C'est vous qui voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. Hop, Shift, hop, tout doux. C'est... En fait, c'est pas ça du tout, on s'en moque. Téléprésence, toc. J'intercepte. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que il va... Je vais remonter mon petit watch. C'est vraiment stressant, le temps qui tourne. Ah. kubectl. En fait, le problème, c'est que j'ai switché, je ne suis plus sur mon cluster Kubernetes. Il faut que je re-switch, que je redise. Et maintenant, voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que je vais intercepter tous les événements, tous les messages que je vais envoyer à mon pod, et je vais les rediriger sur mon local. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est que je vais intercepter tout ce qui arrive sur le port 8080 sur le service To-Do. Tu vas le rediriger vers moi. J'ai fait entrer? Non. Voilà. Donc là, on voit ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'arrêter mon service To-Do et est en train d'en faire un autre, qui n'est pas du tout la même chose que mon implémentation. Ce n'est pas mon image Docker. C'est un truc spécifique qui... Ah non, pourquoi permission denied? Bon, on va faire sudo. Bon, qui permet de rediriger tout le flux vers votre local. Il va écrire vos config maps, tous vos secrets dans ce fichier d'environnement pour permettre, avec... il a compris quelque chose? Pour permettre à vous de le lancer en local. La petite modification, j'ai installé le plugin IntelliJ qui s'appelle envfile, qui permet de prendre en compte le point env pour augmenter les variables d'environnement qui sont dans votre fichier. Toutes les variables d'environnement sont définies dans le fichier .env. Il va les injecter directement à mon runner Java, qui va me permettre de lancer l'application Java en local. Et donc maintenant, à chaque fois que je vais faire des appels à mon service à distance, ça va revenir sur mon poste. Je vais pouvoir tester, modifier. Le fait de modifier, ça ne va faire que recomplir le local, mais ça n'a pas besoin de redéployer. Je teste, et après, ça va repartir. Tous les appels qu'il a besoin de faire, par exemple, j'ai besoin d'appeler un service tiers, il va les rappeler directement sur Kubernetes. En fait, vous faites partie du cluster. Ah ouais? Oui. Bah oui, mais en soi, il s'en moque, parce qu'il n'a pas besoin de... Ah! C'est vrai, bien vu. Pourquoi j'avais fait comme ça? On va se mettre là, ça va peut-être être bien. Bon. Entre-temps, tant que ça fasse ça, là c'était... Ouais, bon, il est là, il ne gêne pas. Je suis sûr qu'en plus, derrière ça, je vais avoir un problème, c'est que je ne vais pas avoir les droits pour lire le fichier. Bon, au final, derrière tout ça, en fait, le but de cette présentation, c'était de comment se simplifier la vie avec Kubernetes, et essayer de démystifier un peu tout ça, et qu'en fait, au final, c'est juste une grosse machine avec plein de petits conteneurs, et vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous avez des questions. En fait, j'avais une page de conclusion, mais je ne sais pas où elle est partie. Donc, si vous avez des questions, oui. Tout à l'heure, tu as fait un scaffold de debug oui. sur une appli Java. C'est par
En fait, Scaffold aujourd'hui ne sait gérer que par commençant le 5005. Ouais. C'est en fait de base, c'est les le port de remote debug de Java, c'est 5005. On peut le changer, mais de base, si on lui précise rien, il utilisera le port 5005. Et ça peut gérer donc le Python, le Node, le Java, le Go, je crois aussi. Mais bon, ça ne gérera pas tous vos langages, mais les plus connus. Je passe à les autres questions. Ah pardon, oui. Oui, enfin, non, je voulais parler de ça aussi, mais là, il ne reste plus qu'une minute. Ouais, donc la question, c'était est-ce que j'ai utilisé Podman? En fait, je connais ce qu'il sait faire qui permet de lancer directement des manifestes Kubernetes. C'est vrai qu'on peut faire ça aussi. J'ai déjà utilisé quelques fois, mais le problème, c'est que en fait, je suis tellement habitué à utiliser Docker, les documents de Docker, que je n'utilise pas Podman. Mais ça, c'est une question qui est intéressante, c'est qu'on parle souvent d'images Docker, mais qu'au final, il y a plein d'outils qui est capable de les utiliser, et que Docker en soi n'est pas l'outil, l'alpha et l'oméga, et qu'on peut faire plein d'autres choses. Quand je vous lance des images Docker dans Kubernetes, il n'y a pas de Docker installé. Il utilise, sur AWS, je ne sais pas lequel il utilise, mais sur Google, il y a Cryo, il y a plein d'autres runtime. Et Podman est une alternative à Docker qui utilise entre guillemets, les mêmes clés. Si vous pouvez me faire un alias de Podman vers Docker, et ça sera complètement transparent. Et l'avantage de Podman, c'est qu'il est capable de lancer des manifestes Kubernetes, comme si c'était pour lui une image Docker. Voilà, 0. Je suis bien.